Dana White, Francis Ngannou, c'est la guerre. Mais quand on dit la guerre, pour que Dana White, qui a donc travaillé avec John Jones, Conor McGregor, avec qui voulait dise pour la première fois, "He's not a good person", Francis Ngannou n'est pas une bonne personne. Et dire de quelqu'un ce n'est pas une bonne personne, waouh, il a dû se passer des choses. Et surtout qu'en plus, donc on a posté toute la sortie de Dana White de 3 minutes à vraiment sortir flashball, tout ce que vous voulez à l'encontre de Francis Ngannou. Il a quand même dit « Un jour, je raconterai toute l'histoire ». Donc il en garde sous le coude, Dana White, visiblement. Et là, tous ceux comme nous qui commençaient naïvement, à rêver d'un John Jones, en tout cas, vainqueur du combat de John Jones, Stipe Miocic contre Francis. Bon, visiblement, il a même dit « On ne fera jamais affaire avec Francis Ngannou ». Voilà, la messe est dite, hein. Je pense. Bah, au moins ce qui est bien, c'est que c'est clair. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de. Est-ce qu'on peut l'interpréter d'une. Non, c'est grosso modo Dana White qui explique que, en tout cas à ses yeux, Francis est un immonde personnage. Quelque chose me dit bizarrement que Francis a sa version et que. Bon, disons que il y a récemment, rien que récemment, hein, parce que tu vois, tu parles de John Jones, etc., tout ça, bon. On va pas refaire une liste des frasques de John Jones hors de la cage, mais bon, c'est vrai que, comme tu le dis, pour qu'il ne dise pas ça à propos de John Jones, qui a quand même frappé sa femme devant ses gosses jusqu'au sang, et ce sont les gosses qui ont dû appeler la police dans l'hôtel, mais que ça ne vaut pas le fait d'être appelé personne pas très très terrible quand même, mais que Francis Ngannou, qui est peut-être, effectivement, si ça se trouve, hein, très très dur en négociation. Là, par contre, faut quand même expliquer que le mec est un humain qui mériterait d'être enterré sous Las Vegas. Bon, il a pas dit ça, j'exagère. Mais enfin, il est pas une bonne personne, pardon. Ouais. Pardon, je me suis un petit peu emballé. Mais tu vois ce que je veux dire. C'est quand même marrant d'avoir ces deux trucs-là, tu vois. Oui. Non, mais, et en plus, vas-y, après, on fait l'intro et on repart, tu vois, mais c'est marrant parce que je regardais, par exemple, au hasard, une vidéo il y a une chaîne anglophone qui s'appelle MMA Guru et que je regarde régulièrement. Parce qu'il est très divertissant et qu'il s'y connaît en MMA. Et il a fait, tu sais, il y a un moment où Dana White, on parlait de Demetrius Johnson, il y a un journaliste qui lui parlait de Demetrius Johnson, et Dana White a expliqué à ce journaliste, ah non mais les gars, on parle de Demetrius Johnson, qui a plus défendu Demetrius Johnson que moi pendant sa carrière? Et en gros, il y a MMA Guru, aidé de pas mal de gens qui ont dû lui envoyer des vidéos, qui a fait un récapitulatif de toutes les saloperies que Dana White avait dit à propos de Demetrius Johnson pendant sa carrière. Et rien que des trucs comme ça, tu te dis, bon, on sait, et on le savait avant, que Dana White, bon, il ment parfois pour vendre ses événements, parce qu'il faut qu'il montre une certaine version de ce qui se passe et machin. Mais c'est pour ça qu'on va voir, hein, mais bizarrement, je serais plus Team Ngannou que Team Dana White dans cette histoire, s'il y en avait un qui était peut-être un peu plus réglo que l'autre, quoi. Bizarrement. Allez, générique. Oui. Soit. Non mais pour moi la vérité se situe au milieu, parce que de ce que Dana White dit, il y a certains arguments, enfin dans ce qu'il a dit, il y a certains trucs où je me dis ah, il y a moyen que, et dans ce que Francis dit, je suis aussi il y a moyen que. Mais pour moi le nœud du problème, vraiment le nœud du problème, et ce que je pense qui s'est passé à mon avis, et c'est pour ça que Dana White l'a très 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 mauvaise, c'est que Francis a dû la jouer en mode il allait peut-être rester à l'UFC. Donc forcément, l'UFC lui avait fait quelques... Et surtout, je pense que Francis n'oublie pas non plus. Parce qu'il y a beaucoup de trucs, par exemple, John Jones, où... je veux dire, il y a 3 ans de ça, c'était le pire ennemi de l'UFC, parce que John Jones demandait l'argent de ce que gagnait Deontay Wilder, et c'est pour ça que son retour a mis bien plus qu'un an pour monter chez les heavyweights. Non, c'est qu'il n'était pas d'accord financièrement avec l'UFC. Aujourd'hui, il a le contrat qu'il souhaite, John Jones, tout va bien, Dana White le défend à chaque interview. Le défend. Ok. Non, mais là, okay. c'est plus de la défense, là, c'est... non, mais je pense que... Oui, j'ai bien fait de m'arrêter. Oui. C'est un fou. J'ai rien dit. Mais oui, non. Dana White, supporter numéro 1 de John Jones, voilà, on va dire ça comme ça pour rester poli. Et il y a quelques années, c'était la guerre entre les deux hommes, et
visiblement, John Jones a oublié. Je pense que Francis, c'est pas du tout un gars qui oublie ce qui se passe quand c'est un peu tendu. Et Francis n'a pas oublié ce qui s'est passé avec Dana White. Et quand je dis ce qui s'est passé avec Dana White, ce qui se passe régulièrement avec Dana White, c'est, et c'est ce que même Dana White dit, il le dit pas en ces termes-là, mais c'est Dana White était à fond derrière Francis. Enfin ici, il dit j'étais à fond. Il était à fond jusqu'au combat de Stipe Miocic. Et c'est vrai, il était en mode regardez, un coup de poing de Francis, c'est l'équivalent de vous prendre une Ford Escort. Tout le monde a ça en tête aujourd'hui. Et vraiment, il voyait Francis comme le gars qui allait battre Miocic, qui n'était pas un gars que l'UFC appréciait des masses parce que Miocic ne vend pas. Il y avait eu des difficultés dans les négociations lors du combat contre Overeem. Ça allait être le nouveau gars et on le voit régulièrement avec l'UFC quand ils ont la possibilité, Cerudo par exemple, Dimitrius Johnson, d'avoir un nouveau gars qui remplace un champion qui casse un peu les couilles. Malheureusement pour eux, donc on rappelle, hein, le contexte, c'est que Francis met son KO sur Alistair Overeem 5 semaines seulement après. Il affronte Stipe Miocic. Et là, durant l'avant-combat, que ce soit sur la promotion, ça s'est pas très bien passé avec l'UFC. Et en plus, Francis ne s'impose pas. Et le truc sportif aussi, c'est vrai que l'UFC, on a l'habitude de ça. Quand t'as la pépite de Dana White qui ne s'impose pas, il a un peu le seum. Et à partir de ce moment-là, ça a été très compliqué pour Francis. Il y a le combat aussi dont Dana White a reparlé contre Derrick Lewis. Et là, je pense que ça s'est vraiment brisé entre l'UFC et Francis Ngannou. Et depuis, même si Dana White avait essayé, à mon avis, de faire en sorte que ça se remette bien parce qu'il y avait les négociations contractuelles, parce que Francis restait sur son vieux contrat de 2017 tout du long. Francis a pas oublié ce qui s'est passé après sa défaite contre Stipe Miocic et c'était terminé de ce côté-là. Bah, et il y a même effectivement Dana White qui a dit qu'après le combat contre Derrick Lewis, où ça avait été vendu comme les gars, ça va être un combat, mais un dogfight, un combat de chien, dont vous allez vous souvenir toute votre vie, ça va être la folie, machin. Il s'était rien passé, absolument rien, et ça avait déçu absolument tout le monde. Et Dana White a expliqué qu'après ce combat-là, il voulait tout simplement le virer Francis de l'UFC. C'est simplement, il y a des personnes à côté de Dana White qui lui ont dit s'il te plaît, ne fais pas ça, qui l'ont supplié de ne pas le virer. Et effectivement, je pense qu'il doit y avoir de ça. En fait, je suis d'accord avec toi, il doit y avoir des choses que peut-être Francis a fait dans les négociations où tu te dis, bon, c'était peut-être pas la meilleure manière de négocier avec l'UFC pour que les choses se passent bien. Après, bon, déjà, premièrement, on n'est pas dans le secret des dieux et on ne sait pas comment ça s'est passé. Donc, c'est difficile pour nous d'en dire beaucoup plus sur la manière dont Francis a peut-être été ultra dur en négociation, effectivement, si ça se trouve. Peut-être que Francis, en négociation, il est en mode je veux tout et je ne ferai jamais de compromis. Ce qui est peut-être, effectivement, pas une bonne manière de négocier. Et puis t'as ce truc-là aussi de ce qu'a dit effectivement Dana White, c'est Francis ne vend pas de pay-per-view et pas non Ça, plus c'est de sûr. billets. Et c'est vrai que quand il y a les chiffres de billetterie Co, c'était pas niveau Conor McGregor. Et c'est là aussi où on peut se dire, les gens qui disent ouais mais Dana White il laisse passer tout ça à Conor. Conor le problème, le truc c'est qu'à chaque fois qu'il vient, c'est jackpot pour tout le monde. Je me souviendrai toujours la tête que Dana White a fait lorsque, donc on rappelle que contractuellement, vous êtes obligé de porter du Venom à la pesée. Conor, combat contre Dustin Poirier, il arrive avec son t-shirt Umbro de l'équipe du Black Forgin. La tête, vraiment la tête de Dana White à la pesée, il était ultra vénère. Sauf que, il n'en a pas parlé parce que, entre temps, il y a Conor qui fait cracher le site ESPN parce qu'il y a tellement de gens qui veulent acheter le pay-per-view que ça se passe très bien. Deuxième performance all-time, 1 800 000 contre Dustin Poirier. Bon, tu te dis, ok, il casse les couilles, mais il nous a rapporté 150 millions sur son combat. Conor qui se pointe à quasiment, il fait pas quasiment plus d'interviews désormais. Tous ces trucs-là qui font que l'UFC peut fermer les yeux parce qu'à la fin des fins, victoire ou défaite, ils savent que vous pesez l'équivalent de 3 événements normaux. Le problème, c'est que Francis, dans les chiffres, à part en France, et je pense à mon avis en Afrique, où c'est vrai que tout le monde se branche sur Francis, et encore, France ou Afrique, il n'y a pas de pay-per-view, pour l'UFC, ils s'y retrouvent pas dans les chiffres, donc ils disent, putain, mec, t'abuses un peu, parce que même un gars comme Adesanya, parce qu'on peut le comparer plutôt à des gars comme ça, Adesanya ou Kamaru Usman, eux, ils font cet effort-là de faire le jeu médiatique, de venir avec leur Venom, et de pas être plus regardant que Francis, surtout ce côté sponsoring. Ah c'est clair. Et c'est pas un hasard. C'est vraiment, je pense que la matrice d'analyse des choses de Dana White, c'est vraiment par rapport à qu'est-ce qui rapporte pas. Et donc, la raison pour laquelle là, il n'a aucun problème à brûler tous les ponts avec Francis, Dana White, c'est parce que Francis a
il fait partie des rares qui ont un peu gagné leur bras de fer contre l'UFC, et ça, Dana White peut pas se permettre de lui donner cette victoire. Donc c'est important, juste en termes d'image déjà, que Dana White continue de lui rentrer dans l'art et essaie de minimiser ce qu'il fait en dehors de la cage et ce qu'il est arrivé à faire. Et en plus de ça, en fait, effectivement, quand tu sais que Francis Ngannou, avec le titre, donc c'est-à-dire avec la ceinture UFC, donc le plus haut que tu puisses faire, quand il a la ceinture UFC et qu'il venait de battre Stipe Miocic par KO, probablement que même ça n'a fait aucun chiffre, enfin pas beaucoup de chiffres en pay-per-view. Mais en fait, c'est vrai que tu te dis, bon, si là, il est au plus haut de tout ce qu'on peut lui donner, la ceinture, un combat contre une légende comme Stipe Miocic, etc., si dans ces conditions-là, ça ne fait même pas de chiffres, alors il n'en fera jamais. Et donc, je pense que Dana White est parti de ce postulat pour se dire, bon, de toute façon, ça sert à rien de dire quoi que ce soit de positif, sachant qu'on ne pourra jamais rien en faire. Et s'il y avait eu, si Francis avait fait un petit peu de chiffres, mais comme Adesanya, tu vois, disons Adesanya maintenant, parce qu'Adesanya, c'était une des stars pérennes de l'UFC, c'est juste qu'il faisait pas autant que Conor, mais voilà, on l'avait dit, il faisait des 5000, 600 000, 700 000 pay-per-view quand il était au top. Si Francis avait fait ne serait-ce que régulièrement des 400 000, 500 000, 600 000 pay-per-view, étrangement, même s'il y avait eu toute la situation là à laquelle on a assisté entre Francis et l'UFC, je pense pas que Dana White aurait été aussi virulent. Complètement, complètement. Et puis c'est qu'aussi Francis, de son côté, il est, enfin, quand on lui pose la question par rapport à l'UFC, on sent bien que la relation était pas au top. Et par rapport aux demandes qu'avait Francis et ce qu'il a obtenu au PFL, c'est là aussi où je me dis, Conor, par exemple, il a jamais eu les demandes qu'a eu Francis de 50% de ce que génère l'événement, que mon adversaire soit payé au minimum 2 millions, qui sont autant de choses qui sont comment ça a du sens de la part de Francis de demander ça, mais quand on connaît la machine de l'UFC, la machine UFC, et que Francis connaît aussi la machine UFC, en ayant ce genre de demande, tu te mets forcément, et si tu te dis c'est ces demandes qui doivent être acceptées ou c'est mort, tu sais que ce sera impossible avec l'UFC parce qu'ils ne l'ont jamais fait, et au mieux du mieux, c'est comme Conor où tu te fais des sous parce que t'arrives à taper le million à chaque fois, parce que t'as négocié à chaque fois un petit bonus de dollars, mais Conor maximum il va prendre 10, 15% grand max de tout le revenu. Et aussi Conor, ce qu'il a réussi à négocier, c'est qu'il ait son whisky comme sponsor chaque fois qu'il combatte seulement. C'est les 3 trucs que Conor a pu négocier, il a même pas de part de l'UFC. Et quand vous avez un Conor McGregor qui arrive à négocier ça, ouah, ça veut dire que c'est très très dur pour les autres. Et donc forcément, je pense que Francis, c'est ça qui a été un petit peu compliqué. Lui qui était intransigeant, l'UFC qui voyait, comme tu as dit, les chiffres, et qu'aussi, les deux, chaque fois qu'on leur dit alors qu'est-ce que tu penses de Dana White, qu'est-ce que tu penses de l'UFC, les deux s'envoient des bastos. Donc forcément, on est dans cette escalade-là, mais c'est... En fait, pour moi, et c'est là aussi où je me dis, l'exemple Dimitrius Johnson, c'est complètement l'inverse, parce que c'est vrai qu'on a un gars... Dimitrius ne vendait pas. La seule demande qu'il a eue et qui a, selon moi, précipité un peu sa chute du côté de l'UFC, c'est le moment où il y avait le combat potentiel avec TJ Dillashaw. Donc TJ Dillashaw, les gars, c'était le champion dominant chez les bantamweight, la catégorie du dessus, puisqu'il était flyweight Dimitrius Johnson. Et Dimitrius Johnson qui ne vendait pas. Quand je dis qu'il ne vendait pas, c'était au point où, donc champion masculin, quand il faisait ses défenses de ceinture, c'était un fight night. Ce n'était pas un pay-per-view. Donc là, vous savez tout. Il demandait pour affronter TJ Dillashaw et monter en bantamweight, alors que personne ne le regardait, Dimitrius Johnson, aussi fort soit-il, $1 million. Donc, et ça, forcément, bah, du côté de l'UFC, c'est pas passé, il est parti, mais Dimitrius Johnson, il n'y a jamais eu de bastos. Le seul truc, c'est, il voulait 1 million pour affronter TJ Dillashaw, et c'est vrai que, il s'est jamais pris des... C'est juste, il ne vend pas, on s'en fout de Dimitrius Johnson, point barre. Et c'est vrai que même quand il est parti au ONE FC, il n'y a pas eu d'échauffourée avec Dana White, et aujourd'hui, ça a même plutôt bien vieilli, puisque Dana White semble prendre un peu sa défense, reconnaître ce qu'il a fait. L'UFC poste des vidéos pour dire à quel point Dimitrius Johnson était fort. Voilà, c'est une situation différente, parce qu'il n'y avait pas du tout de conflit, même pendant la présence à l'UFC. Ouais, bah, il y a quand même Demetrius Johnson, mais t'as 100% raison, il y a quand même Demetrius Johnson qui, je sais pas si tu l'as vu, qui a sorti une vidéo sur sa chaîne là il y a quelques jours, où il revient donc sur la fameuse vidéo de MMA Guru qui revient sur tous les mensonges de Dana White quant à Demetrius Johnson, et Demetrius Johnson apporte même des précisions sur ouais non ça c'est des conneries, ça c'est des conneries aussi effectivement, ça machin, et il revient d'ailleurs même précisément sur le moment où tu sais, parce que Dana White a dit récemment
que jamais il n'avait dit à Demetrius Johnson que s'il ne prenait pas le combat contre TJ Dillashaw, il allait supprimer la catégorie des flyweight. Et en fait, Demetrius Johnson a réagi à ce moment-là, il fait pause sur la vidéo, il fait oui, Dana White, toi, tu ne m'as pas dit que tu allais supprimer la catégorie, mais ton bras droit, oui, Sean Shelby m'a appelé pour me le dire. Enfin, tu vois, c'est que des trucs comme ça où du coup Dana White filoute un peu et Demetrius Johnson revient dessus. Mais et pour revenir sur Francis Ngannou, en fait, c'est vrai que c'est là où, pour ce qui est de être une bonne personne ou quoi que ce soit, bon, on ne connaît pas Francis dans son intimité. Tout ce qu'on peut dire, c'est que toutes les fois où on a été en présentiel avec lui et avec lui en tout cas en tant que, enfin voilà, dans le réel, il a toujours été très 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 bon avec nous. Il a toujours été vraiment trop sympa, exemplaire et toujours gentil, etc. On n'en sait pas plus sur sa vie, hein. Ça se trouve c'est un tueur en série, mais bon voilà. Donc sur ce côté-là, on peut pas en dire grand-chose, même si personnellement, je pencherais du côté de, au contraire, Francis Ngannou est une bonne personne. Mais je vois, disons, je vois là où, dans la manière de Dana White d'analyser les choses, quand tu as dit tout à l'heure que Francis Ngannou était arrivé avec des demandes genre je veux 50% des revenus, je veux ça, ce qui, c'est vrai, ça n'a aucun sens de demander ça. Disons, en fait, tu peux le demander parce que ça fait... ce serait bien, tu vois, dans le sens, c'est comme ce serait bien de dire, ouais, bah, il faudrait que, je sais pas, toutes les plus grosses multinationales en France payent leurs impôts et il y a moyen de machin comme il faut. Enfin, tu peux dire des choses parce que c'est stylé, parce que ce serait l'idéal, c'est vrai, mais je peux comprendre, disons, il y a une partie de moi qui peut comprendre Dana White lorsque Francis arrive avec des demandes qui n'ont pas de sens et qui sont irréalisables. C'est-à-dire que dans les faits, oui, il y a un monde où si Dana White pète un câble et Hunter Campbell et Harry Emanuel pètent un câble, oui, bah, il y a un moyen que ça y est, d'un coup d'un seul, ils ont le pouvoir de décider que 50% des revenus reviennent aux athlètes, mais ça n'aurait littéralement aucun sens pour eux de faire ça. Et les demandes de Francis, qui étaient celles-ci, comme tu les as décrites, je peux comprendre que d'un point de vue homme d'affaires, d'un point de vue businessman, je dis pas que j'en suis un, hein, je suis le pire du monde, mais disons, je peux comprendre ces trucs de base-là, qui est de te dire, si tu entres dans une négociation et que le mec te demande littéralement, bah ok, mais bah, je veux 75% de ta fortune, ta femme, et puis que tu me verses une rente et puis ton terrain de golf. Enfin, tu vois, il y a des trucs où tu peux pas arriver dans une négociation et demander des trucs qui sont impossibles. Et ça, je peux comprendre que Dana White ait été un peu frustré, agacé et que ça allait un peu saouler. Ça, je peux comprendre. Et il y a ce truc de fin où Dana White est en mode il ne voulait pas affronter John Jones, Francis Ngannou. Il ne le voulait pas. Ça, c'est tellement dur parce que ce qui est terrible avec ça, c'est si vous suivez un tout petit peu l'UFC, vous savez très bien que lorsque Francis a pris le titre contre Stipe Miocic, eh bien, Dana White était en mode, si j'étais John Jones, je ne penserais même pas à monter chez les poids lourds, je descendrais en middleweight. Et donc, à ce moment-là, il y avait Dana White, alors qu'il y avait déjà les tensions entre les deux, mais peut-être que Dana White se disait, bon, bah là, ce Francis-là, ça va être dur de le battre. Et il y avait aussi ces négociations avec John Jones qui se passaient. Bon, c'est un peu dur, surtout que Francis a passé son temps à dire je veux affronter John Jones et tout, il y a vraiment pas de souci. Le problème, et là c'est de, je pense, notoriété assez publique aussi, c'est que l'UFC, oui, a fait une vraie offre à Francis pour le combat contre John Jones, mais c'est pas un petit mal à la différence de ce que le PFL lui a proposé. C'était en gros, tu as 8 millions pour le combat contre John Jones. Si tu gagnes, seulement si tu gagnes, ensuite pour ton prochain combat, tu feras autant ou plus. Mais t'as quand même ce gros truc de si tu gagnes. Et Francis étant, il a 38 piges, il arrive sur les dernières années de sa carrière, je peux comprendre aussi qu'ils se disent, bah, entre d'un côté l'UFC qui me propose ça, où je joue tout, alors que Francis a quand même déjà tout joué lors de son combat contre Cyril Gane, où il a combattu sur une jambe et que c'était le dernier combat de son contrat UFC, qu'il est payé en fixe 600 000, tu te dis, bon, j'aimerais peut-être bien un peu pérenniser le truc, alors qu'au PFL, il a un contrat où il est très bien quoi qu'il arrive, peu importe ce qui se passe, peu importe les résultats. Et donc c'est vrai que la proposition de l'UFC contre John Jones, le fait de tout mettre en jeu sur un combat qui est quand même, c'est John Jones, hein. Voilà, vous savez qui est le monsieur. On peut comprendre que Francis aussi soit dit, c'est peut-être pas la chose la plus intéressante pour moi, et c'est pas du tout qu'il a refusé John Jones, c'est juste que la proposition financière faite par l'UFC, bah, c'était pas vraiment en lien avec ce que Francis pouvait accepter à ce moment-là. Et puis alors ça, pour le coup, ce truc-là, on l'a vu, mais tellement des dizaines de fois dans les combattants UFC.
cette espèce d'injustice, en tout cas qu'ils estiment être une injustice avec laquelle je serais d'accord. On a eu Sean O'Malley, on a eu Jorge Masvidal, on en a eu plein qui ont estimé que bon, les gars, en parlant à l'UFC, là, je suis sur un contrat. Vous me demandez, donc par exemple, pour Sean O'Malley, c'était lorsqu'il devait affronter un top 15 et qu'à un moment donné, il restait un peu entre deux eaux, il affrontait des mecs non classés. Parce que Sean O'Malley disait, bah écoutez, là, moi, je veux bien, hein, je veux bien affronter des mecs classés, je suis chaud, mais je les affronterai pas pour la même paye que vous m'avez donné là, qui est mon premier contrat. Et c'était en mode, bah, si vous voulez que j'avance et que dans les classements et qu'on explose, ok, mais rémunérez-moi à la valeur du challenge que vous me demandez de prendre, quoi. Et il y avait eu ça avec pas mal de combattants. Et ça, c'est vrai que ça se comprend. Ça se comprend totalement de la part des combattants. Mais, et aussi, le deuxième truc, c'est de sous-entendre, et d'ailleurs même pas de sous-entendre, de dire vraiment clairement, bah, je pense que Francis Ngannou se chie un peu dessus d'affronter John Jones. Quand t'as un mec en la personne de Francis Ngannou qui a affronté Tyson Fury et Anthony Joshua, en fait, qu'est-ce que John Jones pourrait faire de plus enfin, qui intimiderait plus que d'affronter ces deux mecs-là? Parce qu'au final, ce qui fait le plus flipper, en réalité, quand tu combats devant des millions de personnes, j'imagine, c'est d'être mis salement KO. Une soumission, bon, ça fait chier. Le pire des cas, il te pète un genou, il te pète un bras. C'est vrai que ça fait quand même grave chier. Tu t'en sors jamais indemne. Mais c'est pas pire que de prendre une commotion cérébrale et donc un chaos de l'espace devant des millions de personnes. Parce que voilà, le chaos, ça fera ce sera viral, ça fera le tour de la planète parce que c'est un chaos et que tout le monde le comprend. Les soumissions, déjà, faut savoir un peu ce qui se passe, machin. Donc, je ne vois pas ce qui aurait pu faire peur à Francis, si on veut aller là-dedans, dans un combat contre John Jones. C'est plutôt l'inverse, tu vois. C'est plutôt John Jones qui aurait pu avoir un peu à flipper de Francis. Je dis pas que c'est le cas, mais s'il y avait eu quelqu'un qui aurait pu en avoir un peu plus, c'est peut-être John Jones. Tu vois, Francis, il a ce côté, avec un coup de brique, il peut changer toute ta vie, tu vois. Non, John Donc Jones c'est... voulait ce combat aussi, c'est ça qui est Ben terrible, et ouais. veut toujours ce combat, c'est que malheureusement pour ça on ne l'aura pas. Ce qui est relou, enfin c'est ça, j'aimerais bien qu'à un moment donné, tu vois, on puisse avoir, et que ce soit Dana White ou Francis, ça explique vraiment l'historique et tout ce qui s'est passé, mais ce qui est sûr pour moi, c'est vraiment que le point de bascule, ça a été le moment Stipe Miocic. Ensuite, à ce combat-là où, je pense, tu vois, parce que, mine de rien, t'as quand même beaucoup d'espoir de Dana White qui finissent par perdre, de combattants en lequel il place pas mal de choses qui finissent par perdre. Il y a le combat contre Derrick Lewis qui, je pense, a fini de le décevoir. Et puis c'est vrai que c'était un traquenard sans nom, le combat contre Curtis Blades, hein, on le rappelle. Un mec que Francis avait déjà battu, tu les envoies à Pékin, et Francis qui est sur 2 défaites consécutives, s'il perdait, c'était game over. Et t'avais vraiment ce petit parfum-là, hein, que ce soit Francis, je me souviens, Fernand à l'époque et tout, parce qu'il était revenu à MMA Factory Francis, t'avais vraiment ce côté, putain, là, c'est quand même un peu un traquenard, là, ce que nous fait l'UFC avec ce combat-là. Et ça, vraiment, ça sentait le, tu perds, c'est bye bye, on part au Bellator. Et finalement, Ouais. Francis s'impose donc en 40 secondes, et là, c'est reparti, y a pas de souci, mais vraiment ouais, on sentait que l'UFC voulait un peu se débarrasser de lui, et puis même ensuite quand on voit tout ce qu'il a dû traverser, non mais il a mis quand même pas mal de temps Francis avant d'avoir son title shot, hein. Parce que Ouais. pareil, il y a un monde, enfin le combat contre Cain Velasquez, ça aurait pu aussi très mal se terminer pour Francis en fonction de comment ça allait se dérouler. Finalement, ça a duré 19 secondes aussi. Mais il a bien attendu parce que tu bats Curtis Blade, Ken Velasquez. Ensuite, on enchaînait avec... Il y a eu Mais je suis Junior en train Dos de revenir. Santos. Il y a eu un moment donné, il y a eu aussi Rosenstruik, je crois. Attends, je suis Oui, dessus. et Rosenstreich en dernier, ensuite. Ouais, voilà, c'était ça. Curtis Blades, Ken Velasquez, Junior Dos Santos, Jairzinho Rosenstruik, et après, il a eu son title shot. Donc, pas le chemin le plus facile pour aller vers la ceinture, et je me souviens même que Rosenstruck, oui, parce qu'en plus c'était la période où toute la catégorie était handicapée vraiment pour moi handicapée par la rivalité Stipe Daniel Cormier, où littéralement C'est les deux ne vrai. combattaient qu'une fois par an, donc forcément c'était très compliqué pour les contenders numéro 1. Et donc finalement ensuite Francis qui finit par partir contre Cyril, où pareil, c'était une situation où c'est vrai que on voyait bien que l'UFC mettait tout sur Cyril Gane. C'est lui le futur, c'est lui qui va s'imposer. Malheureusement, Francis gâche la fête. Et moi, ça me saoule. En vrai, c'est ce qui est très triste avec ça, c'est que
selon toute vraisemblance, et c'est ce qu'on a dit en ouverture de podcast, on n'aura jamais le combat John Jones-Francis Ngannou à la manière de Brock Lesnar contre Fedor, et ça fout le seum, tu vois, de se dire, et c'est très rare, pour nous fans de MMA, en boxe, si vous êtes fan de boxe, vous avez l'habitude, ça arrive tout le temps, mais en MMA, ça fout vraiment le seum quand t'as le combat que tout le monde veut voir, ça fait 3 ans qu'on aurait pu le faire, et il ne se fera jamais malheureusement. On restera à tout jamais avec des et si. Les fans de l'un, les fans de l'autre vont dire ah non mais il lui aurait roulé dessus. C'est vraiment dommage. Est-ce que tu penses que les centaines de millions de dollars, la pétromonnaie de la dernière chance, est-ce que tu penses que l'argent des Saoudiens pourrait changer quelque chose? De Turk El Alchik en l'occurrence. Mais c'est là où, et bah ce sera voilà la parfaite conclusion. C'est là aussi où je ne sais pas ce qui s'est passé, mon cher Rust, lors de ces dernières semaines. Vraiment, je ne sais pas parce que on était quand même parti sur Dana White qui disait c'est peut-être pas complètement mort. Ngannou aussi qui était en mode on sait jamais ce qui peut se passer. Donc t'avais une petite ouverture et là depuis 2 semaines, c'est bastos de tous les côtés. Je ne comprends pas, mais vraiment je ne comprends pas ce qui s'est passé entre-temps. Parce que on a aussi les rumeurs qui disent que l'UFC va s'associer, parce que Dana White donc va entrer en boxe à partir de 2025 et qu'en gros, donc l'Arabie Saoudite va faire une ligue fermée en boxe et c'est Dana White qui sera le visage de cette ligue parce que ça peut pas être le représentant de l'Arabie Saoudite pour ça parce que bah il y a pas les mêmes punchlines, il parle pas anglais et co. Et donc en gros, il y allait vraiment avoir une relation forte financière entre les deux. Je me disais bon bah du coup, le combat contre Francis, ça va le faire. Don Davis aussi, qui, quand il faisait des interviews, donc le boss du PFL, arrêtait de chier un peu sur l'UFC, tu vois, il était en mode, on a des années-lumière, mais on commence à les rattraper, machin. Enfin bref, tout. J'étais en train de me dire, ils vont réussir à le faire parce que l'Arabie Saoudite va dire, allez, l'UFC, on vous file 100 millions de dollars pour accepter de faire ce truc, ou le PFL, ils font un limite truc, ou en mode Francis est agent libre pour ce combat. Enfin bref, que tout le monde soit d'accord. Et je sais pas ce qui s'est passé, mais visiblement il y a eu un petit no-go d'un côté qui fait que là on repart à s'envoyer des bastos. Mais tu vois, je trouvais que c'était quand même assez calme, même on en avait parlé ensemble, tu vois. Habituellement, quand il y a un gros événement du PFL ou d'une ligue concurrente, l'UFC en profite pour soit annoncer des gros combats, soit mettre en face un Fight Night qui va quand même beaucoup faire parler, tu vois, parce qu'ils se disent, bah rien qu'un Fight Night qui est quand même assez impressionnant de notre côté, ça va suffire à ce que les gens se disent plutôt que de regarder le PFL, on va regarder l'UFC. Bah non, c'était Anthony Hernandez contre Michel Perard, c'était même pas le même horaire, enfin tout semblait aller pour le mieux, tu vois. Et là, il y a eu un gros problème, je ne sais pas quoi, parce que il y a, tu vois, du côté d'Ariel Helwani, enfin des gros insiders US, on n'a rien eu, mais en une semaine, on a basculé dans, selon moi, ce qui aurait dû se passer dans l'avant-combat de Francis pour son retour contre Renan Ferreira. Après, peut-être aussi qu'il y avait ce truc-là. Que l'UFC se disait, il y a moyen quand même que Francis perde, et donc, enfin tu vois, tu vas pas envoyer des bastos, parce que si Francis perd contre Renan Ferreira, il y a plus aucune discussion, tu vois, Dana White, il aurait juste balayé ça en mode, exactement comme ce qu'il a fait contre Anthony Joshua, quand Francis a affronté Joshua, en mode, bah, de toute façon, je vous l'avais dit, hein, ça peut marcher une fois ce coup-là contre un Tyson Fury qui arrive hors de forme, mais contre un top, il perd, bon bah, allez, histoire suivante, si Francis avait perdu contre Renan Ferreira, il aurait été, bon bah voilà ce qui arrive quand on fait le malin et tout. Chapitre Francis clos, on se concentre sur John Jones contre Thomas Spinal, les gars. Peut-être qu'il y avait ça aussi du côté de l'UFC. Ah bah, en tout cas, il y a sûrement une partie qui est de ça, parce que pour que Dana White réagisse aussi violemment, c'est que Francis est loin d'être insignifiant. C'est que Dana White ne passerait pas 4-3 minutes à chier sur un mec avec moult force si ce mec-là n'avait quand même pas un petit peu de poids. Alors, je dis pas de poids dans les chiffres, parce que ça, bon, on reste sur notre position, parce que j'ai l'impression que ce sont des faits, que Francis ne fait pas beaucoup de chiffres. Mais ouais, effectivement, c'est... Bah c'est que là, la victoire de Francis, juste après, c'est que pour beaucoup, que ce soit ESPN et même Fighting & Co, cette victoire, il redevient le meilleur poids lourd de la planète. Voilà, vas-y. C'est ça. Bah, c'est exactement ce que j'allais dire en fait. Mais le problème, c'est que là, on a un gars en la personne de Francis Ngannou qui a quitté l'UFC en étant champion et en battant Stipe Miocic et en battant Cyril Gane, qui était un le futur et l'autre le passé, mais le plus glorieux de l'UFC. Et là, il arrive et il démonte un mec qui était vu comme
Bah pour moi, tu vois, Ryan Ferreira, s'il était à l'UFC, il serait dans le top 15. Il serait peut-être pas champion, mais il serait dans le top 15. Bah, c'est vrai que ça la fout mal. Et c'est vrai que donc, il fallait que Dana White contrebalance ça en lui envoyant les plus grosses grenades possibles pour essayer de diminuer un peu ses accomplissements. Parce que donc, bah voilà, ça reste quelqu'un qui n'a pas perdu en MMA depuis je ne sais combien de temps et qui donc serait potentiellement la plus grosse menace pour John Jones avec Thomas Spinal, quoi. Mais espérons espérons que l'Arabie Saoudite va réussir à convaincre tout le monde et à apaiser tout Allez, ça. on va prier pour le pouvoir de l'argent. Voilà, prions pour le pouvoir de l'argent. C'est la seule fois où on sera comme ça. Mais non, vraiment, j'espère. L'autre truc aussi, c'est, et depuis, je vais vous le dire, généralement, avant de m'endormir, je pense à ça. Je me dis sous quelle forme est-ce que ça pourrait se faire? Parce que il faudrait, pour moi, pour que ça se fasse, oui, c'est une possibilité, mais à aucun moment, je pense, l'UFC accepterait qu'il y ait le logo du PFL qui apparaisse quelque part s'ils font ce combat entre les deux. Donc, il faudrait que le PFL accepte que Francis fasse un truc à un peu ce qui s'était passé en boxe. Peut-être que le PFL accepterait, parce que si Francis gagne, de toute façon, pour eux, ce sera bien, mais il faudrait vraiment que le PFL se dise, ok, donc là, on a un événement qui peut être incroyable, notre nom n'apparaît jamais, ça me paraît un peu compliqué pour eux d'accepter, mais bon, ils l'ont déjà accepté en boxe. Là, c'est vrai que ce serait assez retentissant si Francis accepte John Jones. Donc pour eux, s'il y a une victoire, et puis même ils pourront bénéficier toujours des petites, je sais pas, d'accords dans les coulisses pour pouvoir faire des docus, des choses comme ça. Peut-être qu'ils accepteraient, mais tu vois, ne serait-ce que ça, la mise en place du truc, je sais pas trop comment ils pourraient réussir à dire oui pour ça, mais vraiment. S'il vous plaît, faisons-le, mais je pense que ça va être très compliqué parce que même là, on sent que Dana White commence à pousser. D'autant plus maintenant, là. Oui, d'autant plus maintenant, Dana White qui commence à pousser pour Thomas Spinal, et c'est vrai qu'on sera face à. En vrai, on sera face à un vrai problème de riche parce que si John Jones passe Stipe, personnellement, je me mets à la. Personnellement, je veux le combat contre Francis, mais je me mets à la place du fan qui n'est pas ni français ni africain et qui est juste un mec extérieur au truc. Est-ce que tu préfères pas voir John Jones contre Thomas Spinal? Bah. Ouais, putain, je sais pas. Oui, et c'est ça le problème, c'est que je pense que Dana White commence à pousser pour ça, et Thomas Spinal sera remplaçant du combat contre John Jones, il sera présent au Madison Square Garden. Franchement, si on peut avoir John Jones Thomas Spinal, je vais pas faire la gueule non plus, hein. Et je vais pas être en mode ah bah c'est sûr. Putain, l'UFC, vous avez vraiment loupé un truc avec Francis. Si l'UFC peut faire les deux et qu'ils font finalement et qu'ils ramènent John Jones contre Thomas Spinal, je serais aussi content. Et c'est là aussi où je me dis, c'est peut-être pour ça que, parce que Thomas Spinal a fait une sortie où il a dit que l'UFC, il avait parlé avec l'UFC et là l'UFC a discuté avec lui de comment il arriverait pour le titre Undisputed. Donc c'est peut-être ça aussi qui fait que Dana White commence à vraiment envoyer les bastos aussi, c'est que là, peut-être qu'ils se sont mis d'accord avec John Jones, en tout cas avec Thomas Spinal, on sait qu'ils se sont mis d'accord, et donc qu'aujourd'hui, ce qui est en place, c'est le combat John Jones contre Thomas Spinal si tout se passe bien. Donc autant faire en sorte que les gens oublient complètement John Jones, parce que c'est vrai que Thomas Spinal, oublie Francis Ngannou, parce que Thomas Spinal, John Jones... vraiment, je regarde, j'attends ça avec impatience. Et ouais, c'est un des combats qu'on veut avoir aussi. C'est même le combat qu'on veut avoir. Quand on oublie un peu Francis, c'est le combat à faire parce que Thomas Spinal est dans son prime. Donc voilà, malheureusement, c'est vers là qu'on ira. Est-ce qu'on avait autre chose à dire sur cette affaire, sur cette triste affaire? Non, pour moi, on a bien fait le tour. Allez, on a balisé, on a quadrillé la zone. MyProtein, les gars, moins 30% sur tout MySweetPea avec le code La Sueur. Voilà, les petits brownies. Ils font, complément alimentaire, petits brownies, des fringues Enco et Holy Moly Révolution dans les boissons. Wouh, énergisantes. C'est en poudre, les gars. Donc, bien moins polluant que les boissons habituelles. Made in Germany. Plein de saveurs pour vous. Donc ça, c'est les doses individuelles. Il y a aussi des packages un petit peu plus globaux. Et puis, il y a leur calendrier de l'avant. 2 calendriers. Un calendrier énorme et un autre calendrier un petit peu plus petit. Et c'est tellement énorme que j'ai pas pu le mettre dans ma valise. C'était impossible là pour l'emmener. Voilà. Et code LASUEUR 5 pour votre première commande chez eux. Moins 5€ si vous avez déjà commandé chez eux. Code LASUEUR 10. Moins 10%. On se retrouve très vite.
See ya.